Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinar. Nous allons attendre encore quelques secondes que tout le monde nous rejoigne puisque le webinar vient juste d'être ouvert. Bonjour, donc c'est l'heure. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant. C'est le deuxième webinar de notre série de 3. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'obsolescence du consentement dans Salesforce. Donc, je suis avec Pierre, qui se présentera. Je suis moi-même le représentant de la société Audaceva, que je présenterai juste après. Pierre, un mot sur qui tu es? Bonjour à tous, oui, donc moi je suis manager chez EI Technologies, dont on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, donc vous m'avez déjà écouté lors du premier webinar. Je suis très content d'être avec vous pour ce deuxième webinar. Alors justement, on va faire, pour ceux qui n'étaient pas là, car je sais qu'il y en a, un tout petit rappel sur pourquoi nous sommes deux sociétés à faire ce webinaire. Audaceva est un éditeur de logiciels qui propose une plateforme de data management, de gestion de données dans le cloud avec un certain nombre de cas d'usage, des cas d'usage autour du backup, de l'archivage, des opérations autour des données comme l'initialisation de sandbox et évidemment des opérations de gestion des données autour de la GDPR. Donc on a présenté la dernière fois, il y a un mois environ, la manière dont on pouvait aider à gérer le droit à l'oubli dans Salesforce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obsolescence du consentement et nous terminerons notre série de 3 webinaires sur des aspects de sécurité. Audaceva, c'est une société dont le siège est à Paris, mais qui est très implantée aux États-Unis, à San Francisco, New York et à Seattle, et qui a dans son ADN deux éléments qui sont très structurants du métier qu'on fait. Le premier, c'est la capacité à gérer des très gros volumes de données. Aujourd'hui, c'est 250 milliards d'enregistrements Salesforce sur notre plateforme et environ 2 millions d'utilisateurs Salesforce qui sont protégés. Et le deuxième, parce qu'on est dans une industrie de la confiance, c'est la capacité à proposer un niveau de sécurité, certains de mes collègues disent quasi militaire, sur la protection des données qui nous sont confiées. Pierre, tu dis un mot sur EI Technologies, avec qui nous travaillons? Oui, tout à fait. Alors EI Technologies, c'est tout simplement le leader sur les sujets Salesforce en France. Il faut savoir qu'on est partenaire depuis plus de 10 ans avec Salesforce. On est maintenant partenaire Platinum. On a une équipe de plus de 270 consultants qui sont vraiment dédiés Salesforce. Alors en 10 ans, du coup, ça représente plus de 500 projets. On est vraiment spécialiste multi-cloud, c'est-à-dire qu'on peut vraiment vous aider sur n'importe quel sujet Salesforce. Il faut également savoir qu'on est centre de formation Salesforce en France. On est le seul centre de formation en France reconnu par Salesforce. Et à ce titre, vous pouvez voir en bas, on a mis un certain nombre de logos. On est amené à implémenter un certain nombre de solutions tierces qui fonctionnent avec Salesforce, dont Audaceva, dont on va parler tout au long de ce webinaire. Alors, donc, je pense que c'est difficile de parler de l'obsolescence du consentement qui est liée au nouveau règlement sans faire un petit rappel sur ce qu'est le RGPD. Tout à fait. Alors, on a vraiment voulu rappeler en une slide très brève, et je vais aller très vite parce qu'il y a des personnes qui étaient déjà connectées au premier webinaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'enregistrement est disponible. Alors, le RGPD, en bref, c'est vraiment le nouveau texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel, ces fameuses DCP. Il faut savoir que ça s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, à partir du moment où elles sont liées à l'Union européenne, c'est-à-dire si elles collectent des données dans l'Union européenne, si elles traitent des données dans l'Union européenne ou si elles stockent des données dans l'Union européenne, le RGPD s'applique. Le point important avec ce nouveau texte, c'est cette notion d'accountability, qui est en fait l'obligation pour les entreprises de mettre en œuvre en fait tout ce qui est nécessaire pour respecter et sécuriser ces données à caractère personnel. En 3 points très brefs, ce qui change avec le RGPD, le premier, c'est que l'entreprise doit faire la preuve du bon usage des données collectées. Elle ne peut pas faire n'importe quoi avec les données qu'elle collecte. L'entreprise doit documenter et suivre l'utilisation des données. Donc, c'est vraiment une documentation qui est à la charge de l'entreprise. On n'est plus sur des déclarations à faire à la CNIL, on est vraiment sur une documentation à avoir
au sein même de l'entreprise. Et l'entreprise doit pouvoir maintenant prouver l'efficacité des actions menées, c'est-à-dire les actions qui lui sont demandées de la part des citoyens, parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de droits pour les citoyens. Oui, et tout ça repose sur une règle de base, et tout le monde comprendra les conséquences de cette règle, c'est que les données n'appartiennent plus aux entreprises qui les collectent, elles appartiennent aux individus, et à ce Voilà, titre, les elle les entreprises doivent tout confie mettre en œuvre pour les temporairement. protéger. Voilà, elle les confie temporairement aux entreprises. C'est vraiment l'esprit du texte. Alors, ça entraîne des droits et des devoirs, hein, le RGPD. Alors tout à fait, effectivement, on vous a présenté ici 12 points un peu clés, donc, des droits pour les citoyens et des devoirs pour l'entreprise. Alors si on regarde rapidement les droits un peu phares du RGPD, alors le premier, il y a ce fameux droit autour du consentement qui est une des bases de l'ICT du traitement, on va le détailler un petit peu plus loin. Donc pour certains traitements, il faut qu'il y ait un consentement clair du citoyen. Il y a un droit à l'information, c'est-à-dire que le citoyen doit savoir ce que vous allez faire de ces données, c'est vraiment un droit qu'il a. Il y a un droit d'accès et de modification qu'on connaît déjà d'avant le RGPD et qui est reprécisé, harmonisé au niveau européen avec le RGPD. C'est-à-dire que le citoyen a le droit de vous demander qu'est-ce que vous avez comme données sur lui et de les modifier en cas de besoin. Il y a le droit à l'effacement. On en a parlé beaucoup lors du premier webinaire. Donc, le citoyen a le droit de vous demander d'effacer ces données. Il y a aussi certains cas où vous êtes obligé d'effacer les données même sans que le citoyen vous les demande. Il y a un droit d'opposition, c'est-à-dire que le citoyen peut vous confier des données mais vous demander de ne pas les traiter. Et il y a un droit de portabilité des données. Le citoyen a le droit de vous demander de récupérer ces données pour qu'il les confie à quelqu'un d'autre. On a également des devoirs pour l'entreprise. Alors le premier devoir, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est ce devoir de responsabilité. L'entreprise est vraiment responsable des données qu'elle a collectées. Il y a également une obligation de nommer un DPO, c'est le délégué de la protection des données, et l'obligation de tenir un registre des traitements qui sont effectués au sein de l'entreprise. Alors pour ces deux devoirs, DPO et registre, il existe quelques exceptions, mais elles sont quand même assez rares. On a le devoir de privacy by design, c'est-à-dire que dès que vous allez concevoir une nouvelle solution, il va falloir que vous preniez en compte la sécurité des données dès le départ, les données personnelles. On a un devoir autour de la fuite des données et plus largement de la compromission des données, c'est-à-dire que dès que les données sont compromises, il va falloir que vous avertissiez la CNIL et les citoyens impactés. Et enfin, vous avez un devoir en cas de transfert de données hors de l'UE, il va y avoir des garanties à mettre en place pour s'assurer que les données sont aussi sécurisées que si elles étaient restées dans l'Union européenne. Et bien sûr, tous ces droits et ces devoirs sont à prendre en compte dans toutes vos applications et notamment dans Salesforce. Alors, bon, c'est un rappel du RGPD et j'aime bien écouter à chaque fois ton rappel parce que je découvre ou ça met l'accent sur des points que je n'avais pas forcément vus ou perçus, dont je n'avais pas vu l'importance avant. Mais une fois qu'on a dit cela, allons directement, allons à l'essentiel, à la thématique d'aujourd'hui qui est la licéité et le consentement. Alors, pour nos auditeurs, je propose que tu rappelles également ce qu'est la licéité. Tout à fait. En fait, donc là aujourd'hui, on a vraiment basé le webinaire autour du consentement, mais pour comprendre le consentement, il faut qu'on parle de la licéité des traitements. En fait, quand vous allez traiter des données d'un citoyen, vous avez une base de licéité, c'est-à-dire qu'il y a une justification légale qui vous autorise à traiter ces données. Et dans le RGPD, on liste 6 licéités possibles. Alors la première, c'est le consentement, c'est-à-dire le citoyen vous autorise explicitement à traiter ces données. Donc ce n'est qu'une des bases des licéités. On a également tout ce qui va être lié au contrat et à toutes les étapes pré-contractuelles. C'est-à-dire que si vous signez un contrat avec un client, vous avez le droit d'effectuer les traitements qui sont prévus par ce contrat. Après, vous avez des obligations légales. Par exemple, la conservation des factures. Vous n'avez pas besoin d'un contrat ou d'un consentement du citoyen pour conserver ces factures. C'est une obligation légale qui vous autorise à conserver les factures. Et puis ensuite, on a 3 autres bases de licéité qui sont un petit peu plus, on va dire, un peu moins fréquentes ou qui s'appliquent, on va dire, à des domaines très particuliers. Il y a l'intérêt vital, c'est-à-dire que si l'intérêt vital de la personne est en cause ou d'une autre personne, vous n'êtes pas obligé de demander l'intérêt pour certains traitements. Vous n'êtes pas obligé de demander un consentement. Typiquement, s'il y a quelqu'un qui est inconscient à l'hôpital, on n'a pas besoin de lui demander son consentement pour aller tester son sang ou pour faire des examens pour voir qu'est-ce qu'il a.
Vous avez l'intérêt public, c'est-à-dire que l'État a plusieurs traitements. Alors typiquement, on va prendre, je sais pas, l'exemple des PV. Il n'a pas besoin de vous demander le consentement pour vous envoyer des PV, etc. D'ailleurs, Vous avez je te également, coupe puisque l'actualité a dit que la direction des impôts avait désormais allé screener les réseaux sociaux. Donc, on est tout exactement à dans fait. l'intérêt Alors, public. on est exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de vous demander l'autorisation finalement pour exécuter leur mission. Le dernier point, c'est l'intérêt légitime du responsable de traitement. Alors ça, c'est quelque chose à manier avec un petit peu de précaution parce que c'est quelque chose qui a été mis en place pour justifier des traitements qui ne peuvent pas être faits via les autres bases de licéité. J'ai un exemple un tout petit peu plus tard, donc vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, une fois qu'on a compris que le consentement était une des bases de licéité, on peut s'intéresser au consentement en particulier, donc qui est décrit dans l'article 7 du RGPD. Alors, les notions clés à avoir en tête, c'est que si votre traitement est basé sur le consentement, il faut que vous soyez capable de démontrer qu'il y a bien eu un consentement. Il faut également avoir en tête que ce consentement doit être demandé de façon claire et compréhensible et que le citoyen peut retirer son consentement à tout moment et que le retrait de ce consentement est aussi facile que le fait de le donner. Alors, pour qu'un consentement soit valable, il faut qu'il ait un certain nombre de caractéristiques. Ça doit être un consentement positif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une action du citoyen. Ça ne peut pas être un consentement par défaut. Il faut vraiment qu'il y ait une action positive du citoyen. Il faut que ce soit un acte clair, un acte libre. Il ne faut pas que le consentement soit obligatoire pour signer un contrat, etc. Il faut que le consentement soit spécifique, donc il est vraiment dirigé vers des traitements. Il faut qu'il soit éclairé, il faut qu'il soit univoque. Voilà. Donc, 2 points importants que j'ai marqués en bas de slide. Premièrement, il faut bien avoir en tête que le retrait du consentement, c'est-à-dire si le citoyen retire son consentement, ça ne compromet pas la licéité des traitements antérieurs. Vous n'allez pas être obligé d'effacer tout ce que vous avez fait avant que le citoyen retire son consentement. Et le deuxième point, le consentement ne doit pas être une condition nécessaire à l'exécution d'un contrat. C'est-à-dire que c'est vraiment le caractère libre du consentement. Il ne faut pas que le citoyen ait à accepter, par exemple, une newsletter pour qu'un contrat soit exécuté. Alors, je pense que ça vaut le coup que tu rentres un peu dans le détail de la licéité et des traitements qui sont associés. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je viens de vous présenter avant, c'est que quand vous récupérez des données d'un citoyen, vous allez pouvoir appliquer plusieurs traitements à ces données. Et donc, une même donnée peut être rattachée à plusieurs traitements. Mais en revanche, il y aura une seule licéité qui sera prépondérante pour ces traitements. Alors, si on montre les exemples qui sont juste en dessous, si on prend voilà, l'exemple d'une adresse mail, imaginons que vous êtes une entreprise qui propose des e-books payants à des clients et que donc les clients peuvent s'abonner pour recevoir tous les mois un e-book payant. Vous allez récupérer l'adresse mail, mais vous allez l'utiliser pour plusieurs traitements. Premièrement, tout ce qui va être lié à l'abonnement payant de l'e-book, c'est-à-dire pour recevoir l'e-book sur la boîte mail tous les mois. Donc ça va être un traitement qui va être basé sur un contrat, c'est-à-dire vous allez signer un contrat avec la personne quand il va s'abonner. Vous pouvez également utiliser cette adresse email pour lui envoyer des newsletters sur la société, sur d'autres offres, peut-être qui n'ont rien à voir avec les e-books. Et pour ce traitement, vous allez lui demander un consentement, c'est-à-dire vous allez lui demander est-ce qu'il veut recevoir des informations de la part de l'entreprise. Et enfin, peut-être que vous allez mettre en place une offre promotionnelle pour attirer de nouveaux clients et vous allez dire écoutez, j'offre un e-book gratuit pour tout nouvel abonné. Et la condition pour avoir cet e-book gratuit, c'est qu'il y a un seul e-book par adresse mail valable. Et donc, vous allez peut-être être amené à conserver ces adresses email pour vérifier que la personne ne s'abonne pas et ne se désabonne pas tous les mois pour avoir droit à un e-book gratuit tous les mois. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que vous allez être dans l'intérêt légitime de l'entreprise de conserver l'adresse mail pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude. Voilà. Et là, on revient sur la sixième licéité que tu mentionnais, c'est-à-dire l'intérêt légitime du responsable du traitement à conserver une information Exactement. personnelle te concernant. Tout à fait. Et donc là, en fait, on voit bien que même si le contrat arrive à échéance et que la personne n'a pas donné son consentement pour
recevoir les newsletters, eh bien, il y aura encore l'intérêt légitime qui sera valable et du coup, vous serez légitime à conserver l'adresse mail des personnes. Alors, il y a évidemment tout ça ne va pas sans prérequis. Voilà, et exactement. Donc là, on va parler un petit peu plus tard dans le webinaire de comment gérer la fin du consentement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une phase de préparation avant. Et notamment, l'obsolescence d'un consentement n'entraîne pas systématiquement l'effacement de la donnée. Donc dans l'exemple précédent, de l'effacement de l'adresse mail. Pour préparer ça, il y a 3 étapes. La première, évidemment, il faut avoir cartographié l'ensemble de ces données, c'est-à-dire qu'il faut savoir où est-ce qu'elles sont dans le SI, quelles sont les données personnelles qu'on a, dans quelles applications est-ce que je retrouve ces données. La deuxième étape, c'est de savoir quelles sont les licéités de traitement qui s'appliquent. Est-ce que j'ai une seule licéité qui s'applique? C'est les données qui sont uniquement utilisées dans le cadre du contrat. Ou est-ce que, comme dans l'exemple de mon adresse mail juste avant, je vais l'utiliser pour plusieurs traitements avec plusieurs licéités? Et dernier point, il va falloir hiérarchiser ces licéités de traitement. C'est-à-dire que pour chaque donnée, il va falloir que vous sachiez quelle action va entraîner quelle réaction en fait. Pour le cas de l'adresse email, eh bien, si j'ai la fin de mon consentement, est-ce que ça va entraîner une action sur mon adresse mail ou pas? Donc, il y a quand même un vrai travail à faire en amont. Alors, je pense que ça vaut le coup que tu nous décrives, comme tu l'as fait la dernière fois pour le droit à l'oubli, hein, à quoi ressemble un processus d'effacement de gestion de l'obsolescence du consentement. Tout à fait. Alors en fait, quand on va parler d'obsolescence du consentement, on va avoir deux cas de figure. Alors soit la personne qui retire lui-même son consentement, donc c'est le parcours un peu avec des flèches bleues qu'on a en milieu haut. Donc on a une personne qui va nous envoyer une demande, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de réceptionner la demande. Donc on est prévu la possibilité qu'il retire son consentement et que chez nous, ça déclenche des actions à traiter. Donc on va devoir réceptionner la demande, enregistrer la demande, qui va du coup déclencher 2 choses. Un accusé de réception, c'est-à-dire qu'on doit dire à la personne, lui faire comprendre qu'on a compris sa demande. Et ça va également déclencher le processus d'effacement en lui-même. Donc on va voir tout à l'heure avec notamment comment on peut le gérer avec Olaceva. Et ensuite, une fois que le processus est déroulé, on va clôturer la demande et enregistrer la demande. Alors, il ne faut pas oublier d'enregistrer les demandes pour obtenir une preuve de l'action qu'on a effectuée. On peut également avoir un déclenchement par obsolescence calendaire du consentement. On n'a pas eu de nouvelles depuis 3 ans d'un prospect. Bon, son consentement devient caduc. Et dans ce cas-là, on a la création d'une demande automatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des badges qui viennent régulièrement nous dire écoutez, voilà toute la liste de personnes dont le consentement est arrivé à obsolescence et qu'il va falloir traiter. Et dans ce cas-là, donc, on va pouvoir à nouveau déclencher le processus d'effacement et enregistrer le traitement. Donc, il y a bien 2 origines. En fait, il y a la demande de l'individu qui fait Tout à partie fait. de ses droits d'arrêter de retirer son consentement. Et le deuxième qui est ce que les entreprises, parmi leurs devoirs, doivent faire de manière régulière, c'est-à-dire gérer les données personnelles qui leur ont été confiées si le consentement n'a pas été renouvelé, indépendamment de toute demande individuelle. Et ça, c'est un Voilà. point qui est souvent oublié dans beaucoup de discussions que j'ai avec des clients. On se rend compte que c'est un point qui est souvent sous-estimé, puisqu'on a bien, tout le monde a retenu, parce qu'on est d'ailleurs concerné à titre individuel, à titre personnel, a bien retenu les nouveaux droits, mais on a tendance, en tant que gestionnaire data processor ou data controller, on a tendance à oublier cette nécessité-là. Tout à fait. Alors, sachant qu'en plus, quand on est sur des demandes automatiques, on a plein d'actions marketing qu'on peut mettre en place un peu en amont pour essayer de récupérer des clients ou transformer des prospects. C'est un autre sujet, très vaste. Alors, tout ça, ça a évidemment un impact dans Salesforce. Il y en a un certain nombre de points qui ont été listés. Je pense qu'on va pas tous, ça va être un peu rébarbatif de les passer tous, mais je crois que tu voulais donner un exemple. Oui, tout à Et fait. au passage à à nos auditeurs, vous aurez accès évidemment à l'enregistrement et vous aurez accès à ces informations. Tout à fait. Je voulais juste m'attarder sur la première ligne, parce qu'effectivement, on a plusieurs impacts dans Salesforce, c'est-à-dire que dans ce processus d'effacement dont on a parlé très brièvement
juste sur le slide précédent, il y a beaucoup d'actions à mettre en place dans Salesforce et notamment la suppression du contact sur la première ligne qui se fait bien sous condition, par exemple, sous condition de délai quand on est arrivé sur l'obsolescence d'un consentement. Et donc voilà, on parle bien d'une suppression de contact sur un statut géré au niveau applicatif. Et dans ce cas-là, on en parlera un petit peu plus bas, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de traiter ce point-ci. Alors, on peut soit s'appuyer sur ce qui est proposé de façon native par SharePoint, qui peut être perfectible. On peut utiliser d'objets, par exemple, l'objet individual, mais on peut aussi et surtout utiliser un outil tiers comme Odaceva. Et je pense, Thomas, que tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus dans les slides qui arrivent. Bon, je te reprends, tu as mentionné SharePoint, mais tu voulais dire Salesforce, ta langue a fourché. Salesforce, ma langue a fourché, absolument. Alors, justement, merci Pierre. Justement, en fait, on a eu des discussions avec les équipes Salesforce pour essayer d'évaluer ce qui était disponible en standard, ce qui pouvait être construit dans Salesforce avec du développement en Lightning ou avec des middleware ou les API, et puis évidemment ce qui était sur étagère à travers l'AppExchange. Donc, il y a un certain nombre d'exigences qui sont listées ici. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'arrêt du processing, hein, donc c'est la fin du consentement. Et c'est simple, hein, de manière native dans Salesforce, ça doit être géré manuellement. Vous pouvez également travailler avec du développement et construire vos propres routines de manipulation et de la donnée, mais c'est du développement. Ou bien, vous avez accès à des outils, alors évidemment, on va parler d'Odaceva, qui vont vous permettre de gérer ce cycle de vie de la donnée ou cette anonymisation. Je vais revenir là-dessus, pour que de manière simple, non seulement le projet soit simple à mettre en place d'une part, et puis d'autre part, que la maintenance de ce que vous mettez en place pour le gérer soit externalisée et que vous n'ayez pas à la traiter. Donc, alors, comment ça va se traduire? Et je pense que c'est un point important parce que le nœud du problème, il est sur la compréhension de ce que veut dire la fin du consentement ou oublier la donnée. Et ici, je représente un modèle assez simple, hein, c'est un modèle standard. Vous avez un contact et ce contact, vous avez évidemment des cases, des opportunités, des tasks, etc. À partir du moment, et ça rejoint le droit à l'oubli qu'on a traité la dernière fois, mais le consentement, la fin du consentement, l'obsolescence du consentement doit être géré de la même manière. À partir du moment où vous devez oublier, vous devez masquer les données, de manière très simple. Et souvent, j'ai entendu dire, c'est pas grave, on va supprimer la donnée. Et effectivement, il y a de la donnée qui peut être supprimée. Vous pouvez supprimer très simplement des fields chatter, des attachments, des case comments, etc. Votre enjeu, votre vraie difficulté, ça va être que, associé à la donnée personnelle, vous avez des informations métiers, comme l'opportunité, comme le case. Ça, ce sont vos informations. Vous n'avez pas, vous en avez besoin d'une part, et puis d'autre part, vous n'avez pas à vous en débarrasser. Et la difficulté, c'est que si vous supprimez le contact, le lead, enfin, l'objet sur lequel vous avez des données personnelles, vous allez être obligé de supprimer l'opportunité ou le case, donc une information qui est liée à votre activité. Et donc, la seule option qui reste, et il n'y en a pas d'autre, ça va être d'anonymiser ou de pseudonymiser le contact. Alors, l'anonymisation, pseudonymisation, on en parlera lors de notre prochain webinaire dans un mois. Mais pour faire simple, l'anonymisation, c'est souvent un processus qu'on considère comme irréversible, alors que la pseudonymisation, c'est un processus qui généralement s'appuie sur des dictionnaires et qui est un processus réversible. Dit différemment, l'anonymisation, vous allez potentiellement remplacer une chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères, mais vous aurez du mal à faire la différence entre ce qui est une adresse mail et un nom, un prénom ou une date de naissance, je caricature un peu. Alors que la pseudonymisation, vous allez vous appuyer sur des dictionnaires et remplacer des prénoms par d'autres prénoms, des noms par d'autres noms, des emails par d'autres emails, etc. Et donc, alors ça c'est un premier point, et ce que vous voyez, c'est que le traitement composite, vous avez un traitement composite de cette donnée personnelle, puisque vous allez devoir, sur certains objets et à l'intérieur de ces objets, sur certains champs, vous allez appliquer un traitement qui va être hybride, à base de suppression de données ou à base d'anonymisation / pseudonymisation de données. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point,
et on le mentionnait, c'est que vous devez aussi enregistrer le traitement. La difficulté de la suppression physique ou de la transformation, c'est que si on vous demande de revenir en arrière, si on vous demande ce que vous avez fait de l'information que vous avez capturée et que vous l'avez supprimée, il faut être certain que vous soyez capable de pouvoir communiquer sur le fait que ça a été supprimé à tel moment, à telle date et de telle manière. Et donc, vous avez une question qui se pose, qui est celle des différents tiers de données que vous pouvez avoir. Là, on a une représentation qui est très complète, qui est dans la vie courante en général simplifiée. Vous avez un tiers 1, vous avez votre Salesforce. Et puis, vous avez 2 tiers ici qui sont des tiers d'archivage. On peut imaginer un tiers intermédiaire qu'on appelle tiède, qui va réduire l'accès à la donnée à une partie de vos utilisateurs, souvent des super utilisateurs qui vont gérer les données personnelles, donc dans un centre d'appel, un pourcentage de vos agents. On met une donnée en général uniquement en lecture seule, qui peut continuer à être accessible dans Salesforce à travers un canvas et qui peut être désarchivable. Et puis, vous avez l'autre possibilité, c'est celle qu'on voit le plus souvent, qui est un tiers 3 d'archivage à froid. C'est-à-dire que vous allez supprimer, dans les 2 cas, vous supprimez la donnée de Salesforce et vous la mettez dans un autre environnement. Et dans le tiers 3, elle n'est accessible que par des utilisateurs de type admin et en général à des fins d'audit. Et puis enfin, vous avez un tiers 4 qui est la suppression physique, où là, cette fois-ci, au bout d'un certain temps, donc vous voyez, vous avez des échéances, mais et encore une fois, et ce n'est qu'un exemple, il va falloir les adapter à vos règles métiers, mais on pourrait très bien dire qu'au bout de 12 mois ou de 24 mois, on enlève la donnée de Salesforce ou à la fin du consentement qui a été donné, on la garde pendant 1 an ou 2 dans le tiers froid, et puis ensuite, on va la supprimer. Et donc, c'est ce que nous allons vous permettre de gérer. Alors, pour faire ça, je vous propose de faire une petite illustration très simple. On va aller dans un Salesforce. Donc, à travers mon écran, ce que vous voyez, c'est que j'ai un constructeur automobile allemand. Bon, j'aurais dû mettre un français pour être un peu chauviniste, mais j'ai un allemand. Et puis, j'ai quelqu'un ici, une utilisatrice, enfin une cliente qui s'appelle Stéphanie. Et Stéphanie, en fait, j'ai des données personnelles. J'ai sa date de naissance, j'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse. Mais j'ai aussi des données métiers. Donc, j'ai le revenu qu'elle a généré. Donc, ça, c'est mon opportunité. Je veux la garder. J'ai des cases. Dans les cases, j'ai des cases communs. Il se trouve que dans un des cases communs, j'ai aussi de la donnée qui lui appartient. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai stocké une date qui est la date de fin du consentement. Elle m'a donné son consentement le 15 novembre 2016. Dans ma règle interne, je gardais cette information pendant 2 ans. Elle n'a pas renouvelé son consentement. Donc maintenant, il va falloir que je supprime la donnée. Alors, ce que je vais faire, et ça, c'est évidemment une routine qui va tourner en back-office. Si vous avez participé à notre premier webinaire, il y a des actions qui peuvent être déclenchées par vos utilisateurs, notamment votre DPO, directement depuis Salesforce. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce qu'on veut vous montrer, c'est une routine qui va tourner plusieurs fois enfin, une fois par jour, plusieurs fois par semaine, une fois par mois. Les fréquences sont à déterminer et qui va passer par un certain nombre d'étapes que je vais vous décrire, qui vont être des étapes. Hop, il est en train de lancer. Donc, on va démarrer par une étape d'extraction de la donnée. Donc, il y a un certain nombre de champs qui vont être extraits pour être anonymisés. Donc, on peut regarder d'ailleurs à quoi ressemblent ces règles d'anonymisation. Bon, c'est simple, on va sur le prénom, on va faire un random. Sur le nom de famille, on va faire un random. Sur l'email, on va utiliser une bibliothèque d'email. Et puis, de manière basique, on va tout remplacer par des Hotmail, des Gmail ou des Totomail. Pour la date, on va utiliser une bibliothèque, pareil, et on va remplacer la date de naissance par une date random. Pour le numéro de téléphone, on va tout remplacer par 00. Voilà, donc ça va être mon opération d'anonymisation d'un certain nombre de champs qui ont été définis préalablement. Ensuite, je vais renvoyer l'information dans Salesforce. Donc, j'extrais la donnée de Salesforce, je l'anonymise ou la pseudonymise, je la renvoie dans Salesforce sous sa nouvelle forme. Ensuite, je vais faire un backup des informations qui vont être supprimées. Je vais supprimer ensuite dans Salesforce. Et enfin, parce que évidemment, on demande d'oublier un certain nombre de champs, je vais supprimer les backups. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez une transformation qui est en 6 étapes. On peut les combiner, on peut en faire plus en fonction des règles métiers, qui vont me permettre de manière régulière
sur la base d'un déclencheur qui est la fin du consentement, mais on peut mettre d'autres déclencheurs qui vont venir anonymiser ma donnée. Et ce qu'on voit très bien ici, c'est que Stéphanie, elle n'existe plus, elle s'appelle Jiwul. Voilà son email, sa date de naissance a changé. J'ai bien gardé mon generated revenue, j'ai plus sa mailing adresse et j'ai gardé tous les cases, sauf, j'ai anonymisé les case comments parce que j'avais de la donnée personnelle dedans. J'ai juste conservé des métadonnées liées à ce case parce que j'en ai besoin dans mon activité. Voilà, une petite illustration toute simple pour vous montrer comment ça peut se représenter et quelle est la résultante de ce traitement de gestion de l'obsolescence du consentement. Donc, nous sommes à la fin de cette présentation. Je pense que Pierre, je te laisse le mot de la fin. C'est parti. Alors du coup, voilà, on a voulu mettre deux petits flags en fin de présentation. Alors le premier, c'est effectivement le droit à l'oubli. Il ne faut pas oublier qu'il peut être déclenché à la demande du citoyen. Ça, c'était l'objet de notre premier webinaire. S'il y a des petites particularités qui sont propres à cette action. Et voilà, il y a quand même toutes les autres obligations induites par le RGPD à gérer aussi dans Salesforce. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus large que ce qu'on vient de vous montrer aujourd'hui. Et notamment, n'hésitez pas à récupérer la vidéo de notre premier webinaire, donc vraiment sur ce premier point qui est les demandes qui nous proviennent des citoyens. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire pour notre prochain webinaire qui sera mi-décembre, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et qui portera sur les éléments de sécurité de la GDPR. Et notamment un qui est très structurant, qui est l'anonymisation de données, un autre qui est la gestion de l'intégrité de la donnée. Donc ici, vous avez fait figurer nous avons fait figurer nos emails. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous poser des questions. Donc j'ai vu une question qui est arrivée, qui est importante. Alors on y a déjà répondu la dernière fois, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler, qui est est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Et je pense que c'est une question pour toi, Pierre, parce que c'est toi l'intégrateur dans cette affaire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la fameuse question à laquelle je vais être obligé de faire une réponse un petit peu de normand, hein, comme lors des derniers webinaires. En fait, ça va dépendre tout simplement de la complexité de l'application Salesforce qui est installée dans les entreprises. Plus c'est compliqué, plus ça prend de temps. C'est pas complexe en soi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Voilà, sur les grosses applications Salesforce, ça prend un petit peu plus de temps pour bien aller chercher où sont les données, bien mettre en place les règles. Donc là, c'est pas des choses qui sont compliquées à faire, mais ça peut être plus ou moins long. Voilà. Alors, moi, j'ai une autre question dont je vais donner la réponse, mais qui nous a été posée la dernière fois et à laquelle on n'a pas répondu enfin, on a répondu par écrit, mais on n'a pas répondu en séance, qui était le risque que représente de ne pas gérer la fin du consentement. Et là, la CNIL est très claire. Ce qu'elle dit, c'est que si vous ne répondez pas aux demandes individuelles, bon, finalement, votre risque n'est pas très élevé, c'est plutôt un problème de réputation, parce que le vrai risque, c'est que vous ayez une action de groupe contre vous, et auquel cas, ça voudrait dire que vous ne traitez vraiment pas les demandes individuelles, et même voir de manière éhontée la plupart des clients qu'on a vus essaient de bien faire. En revanche, quand il s'agit de l'obsolescence du consentement, c'est un sujet parce que vous avez la totalité de votre base de clients qui peut être impactée. Et si vous ne retirez pas le processing, marketing, commercial, alors que le consentement est terminé, ça veut dire que vous allez continuer à interagir avec des dizaines, des milliers de clients euh, pour lesquels vous n'avez plus le consentement. Et là, pour le coup, vous commencez à vous mettre en risque d'avoir une class action. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, ouais, on l'a vu, les demandes individuelles ont fait couler beaucoup d'encre et agitent beaucoup les réflexions sur les systèmes d'information, le droit à l'oubli, le droit de la rectification, le droit d'accès, la portabilité. Mais finalement, c'est à la fois très visible parce que ça nous concerne aussi en tant qu'individu et on aimerait bien savoir, on aime bien savoir ce que Facebook a capté comme données nous concernant, mais c'est pas le plus grand risque pour la plupart des entreprises concernées essentiellement les grandes boîtes internet sur ce sujet-là parce que tout le monde est sensible pour les raisons d'actualité qu'on connaît. En revanche, en tant qu'entreprise
qui gère de la donnée personnelle, ne pas gérer l'obsolescence du consentement peut devenir un sujet parce que vous risquez d'ouvrir la possibilité d'une class action si vous ne le faites pas de manière régulière. Là, vous allez avoir des tas de clients qui peuvent se retourner vers vous. Donc ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important à garder en tête. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter. Pierre.grenier@ei-technologie au pluriel.com et thomas.lejar@audaceva.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous, bonne fin de journée.